Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. On va essayer de se mettre d'accord aujourd'hui autour de Jean-Claude Beaujour. Bonjour, vous êtes président du Forum Transatlantique et vous êtes avocat. On va évidemment parler des midterms aux États-Unis avec vous. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et votre dernier livre Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir est paru aux éditions du Cerf. Sophie de Menton, bonjour. Chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Rafik Smati, chef d'entreprise également et président du mouvement Objectif France. Avec vous, on va revenir, bonjour, on va parler de ces midterms, des résultats qui n'étaient peut-être pas forcément ceux qu'on attendait. Enfin, ce n'est pas encore tout à fait terminé, mais ce n'est pas un effondrement des démocrates, on va y revenir. On va continuer notre chronique, hélas, de la France en déclin, avec les écoles qu'on ne chauffe plus, les enfants qu'on va devoir habiller un peu plus, parler de l'affaire Panier-Runacher, bref, beaucoup de sujets aujourd'hui dans l'actualité. Commençons avec Arnaud Benedetti, coup de gueule. Ah oui, coup de gueule, une observation. C'est une observation, coup de gueule. Remontez votre micro, oui, parce qu'on ne vous c'est la entend minute. pas. Je ne sais pas si vous avez vu, le ministre de l'Éducation nationale a une initiative maintenant tous les vendredis sur Twitter et sur les réseaux qui s'intitule la minute pape. Alors qu'il il donne des informations aux Françaises et aux Français sur les questions éducatives durant cette minute. Et il a commencé vendredi dernier. Alors c'est pas le format en tant que tel, on peut en discuter. Bon, est-ce que c'est efficace ou pas? Moi j'ai des doutes sur ce type de gadget communicant. Mais enfin, passons. C'est surtout la première référence qu'il a faite lors de cette petite pastille vidéo. C'est une référence à Jules Ferry. Ouais. Alors, je le cite parce que j'ai pris en note ce qu'il avait dit. Il a dit: je commence par citer Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique à la fin du 19e siècle, qui sortait sa montre à 11h et puis disait: aujourd'hui, je sais exactement ce que tous les enfants de 7e sont en train d'écrire au moment où ils font leur dictée. Sauf que cette phrase n'est pas de Jules Ferry. C'est bien le problème. Alors c'est un peu un problème pour un historien, parce qu'il est historien. Et normalien. Et c'est une phrase en fait d'Hippolyte Fortoul, qui était ministre de l'Instruction publique, mais même pas sous la Troisième République, sous le Second Empire. Donc c'est même pas le même régime et c'est même pas le même ministre. Alors bon, au-delà de l'anecdote, ça pose problème. Ça veut dire qu'il n'y a personne dans son cabinet qui est quand même capable d'aller vérifier une citation sur un point de communication dont on veut auquel on veut donner le maximum de visibilité. Je trouve ça quand même d'un non-professionnalisme assez aberrant quand on sait le nombre de conseillers qu'il y a dans les cabinets des ministres et notamment du ministre de l'Éducation nationale. Voilà, c'est pas vraiment un coup de gueule. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire surtout par cette phrase? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Parler de... il a cité Jules Ferry parce que Jules Ferry, si vous voulez, Jules Ferry, c'est quand même le grand ministre de l'Éducation nationale de la Troisième République. L'idée que tous les enfants font la même chose au même moment. Oui, c'est ça. Tous les enfants font la même chose. C'est revenir aux fondamentaux. C'est d'une certaine manière. C'est pas fondamental. C'est le contraire absolu de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ça veut dire que l'éducation nationale doit être centralisée en ce qui concerne les programmes pédagogiques. C'est ce qui veut dire, d'une certaine manière, en faisant référence à Jules Ferry. Je pense que si c'est bien fait, oui, il vaut mieux. En l'occurrence, oui, c'est important sur les fondamentaux, sur les classes, sur le primaire. Ça me paraît évident. Oui, moi je reviens sur une partie, donc sur un autre axe de cette déclaration. Cela veut bien dire, et ça renvoie au problème de la recherche en France, parce que les chercheurs savent chercher. Or, aujourd'hui, avec Google, très souvent, on va au plus rapide et on ne vérifie pas nécessairement les sources. Et j'ai envie de dire, ça veut dire que pour chacun, faisons attention à la manière dont on va à la source d'une information. Parce que là, j'ai envie de dire, ça va se rattraper, il n'y a pas de drame, il n'y a pas mort d'homme. Mais cela veut dire que les gens, d'une manière générale aujourd'hui, on peut colporter, on risque malgré soi de colporter n'importe quelle information, y compris une fausse information, parce qu'on n'arrive pas à faire le tri entre ce qui est approximatif et ce qui est... c'est pas une fake news, c'est... Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, on va au-delà. Mais c'est cela, mais le problème de l'approximation, c'est que c'est ça. Sur des sujets importants, l'approximation...
l'éducation nationale, quand même, le ministre de l'Éducation nationale, c'est un peu embêtant. Oui, mais je voudrais juste rappeler aussi que la santé n'est pas une opinion par rapport à tous ceux qui s'indignent contre les sanctions, contre Martine Vonner et autres Péronne. La santé n'est pas une opinion, ce n'est pas un sujet qu'on discute et sur lequel chacun... C'est scientifique, il y a des scientifiques, il y a des chercheurs qui établissent un certain nombre de choses et on ne peut pas dire que des absurdités. Donc oui, non mais bon, c'était mon petit coup de gueule à moi. Mais vous avez raison de signaler que cette minute, en plus une minute de Pape Diaye, pourrait vérifier un peu les... papale. Voilà, vérifier les sources. Je sens qu'il y a un collaborateur qui va se faire... ça va être chaud. Rafik Smati, c'est un coup de gueule. Vous savez, aujourd'hui, on parle à juste titre énormément d'écologie, de transition énergétique, du risque climatique qui est une réalité. Mais vous savez que depuis le début de l'année, c'est dans le Figaro de ce matin, vous avez eu 104 actions violentes menées par des groupuscules écolos d'extrême gauche. Alors ça va du saccage d'antennes relais au saccage de sièges sociaux de certaines entreprises, et je vous passe sur les tartes à la crème lancées sur la Joconde ou les soupes lancées sur des Van Gogh. Tout ça au nom d'une cause. Et le blocage du périphérique. Tout cela au nom d'une cause dite supérieure qui est la lutte contre le dérèglement climatique. Alors moi j'en tire deux conclusions. Qu'est-ce que le règlement climatique ? J'en tire deux conclusions. La première question, c'est que ces gens-là qui agissent au nom d'une cause supérieure, donc sous-entendu, on peut s'en prendre à des biens, on peut bloquer une route, on peut s'en prendre à une œuvre d'art centenaire, parce qu'il y a une cause supérieure, c'est le danger de la planète. Ça veut dire que demain, ces gens-là pourront s'en prendre pour les mêmes raisons à des hommes et à des femmes. Parce que les arguments qu'ils tiennent s'appliquent à tout, et y compris à la personne humaine. Donc ça, danger. Bien sûr. Et deuxièmement, et c'est tout aussi grave de mon point de vue, ces gens-là agissent au nom de l'écologie et ils sont en train de discréditer la cause écologique. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à crier au feu, alors que l'heure aujourd'hui n'est plus à crier au feu. L'heure, elle est à apporter des solutions, elle est à éteindre l'incendie. Et donc nous devrions tous collectivement être réunis autour d'une table et en train de travailler sur une écologie des solutions. Une écologie des solutions qui forcément, nécessairement repose sur la science. Ce qui veut dire, j'ouvre une petite parenthèse, qu'elle inclut par exemple dans le mix énergétique le nucléaire. On devrait être là en train de mettre tous les scientifiques, tous les chercheurs, toutes les entreprises et même les multinationales, parce qu'une partie de la lutte contre le dérèglement climatique et la cause environnementale passe par les multinationales. C'est pas politiquement correct de le dire, mais je le dis et je l'affirme. Nous devrions être là en train de chercher avec ambition des solutions. Comment on les finance, comment on les met en œuvre, comment on précipite le calendrier pour que l'humanité tout entière en sorte grandie. Et vous avez des enfants gâtés, vous avez des voyous qui vont au musée d'Orsay jeter de la soupe sur Van Gogh, qui vont sur le périph' bloquer les gens et qui empêchent les gens de travailler dans des multinationales. C'est honteux, c'est contre-productif et c'est minable. Alors eux vous disent qu'on ne parlerait pas du réchauffement climatique mais quelle arrogance! Les inondations et tout ce qui paraît. Non mais alors deux choses. D'abord, il est un peu allé dans ce sens-là, Emmanuel Macron, en disant qu'il allait donner des milliards comme d'hab. Ça, je ne parle pas de la question financière. Aux industries, il n'y aura pas de punition aux industries qui vont diminuer drastiquement leur émission de CO2. Mais donc, il a annoncé ça hier, et c'est la première fois quand même qu'on fait confiance aux entreprises. Alors, il y a une récompense, il y a une carotte, il n'y a pas de bâton. C'est donc un tout petit pas. La deuxième chose, c'est que je ne veux plus jamais voir personne autour d'une table, parce que dès qu'il y a un problème en France, on dit il faut les mettre autour d'une table, il n'en est jamais rien sorti. Non. Donc il faut faire confiance. Ce que j'appelle par autour d'une table, c'est évidemment symbolique. Lorsque les États-Unis ont décidé d'envoyer un homme sur la Lune, ils ont réuni symboliquement autour d'une table les universitaires, les chercheurs, les entreprises, et ils ont envoyé un homme sur la Lune. Donc c'est évidemment symbolique. En France, ça reste évidemment de toute façon symbolique ce qu'on dit autour de la table, mais il faut le répéter que les solutions viendront des entreprises. Ils sont tous en train de chercher, ils sont tous en train, y compris sur le plan de l'énergie, du recyclage des déchets, des plastiques, recyclables aussi. Donc, faire confiance aux entreprises. Or là, c'est pas du tout le cas. On a des DREAL qui se précipitent dans les industries pour les taxer sur n'importe quoi. Les DREAL, c'est les organismes qui contrôlent tout ce qui pourrait nuire à l'écologie dans une usine. D'accord. Et donc, voilà. Et puis, le dernier point, juste pour dire, vous avez tout à fait raison, c'est qu'on a dit qu'il fallait pas parler de terrorisme vert, mais si. Parce qu'on a employé le mot de terrorisme. Non, c'est pas du terrorisme. C'était quoi le mot ?
Oui, c'est ça, l'éco-terrorisme. Bah oui, c'est de l'éco-terrorisme. Ouais, c'est de l'activisme violent et rapidement. Je pense qu'au-delà de la question sémantique, je pense que le risque, c'est qu'effectivement, une petite minorité, parce que c'est quand même une minorité, nous impose un certain nombre d'actes de violence. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens-là, au nom de l'environnement, au nom de la défense des intérêts communs, ils s'arrogent le droit de vouloir détruire le système démocratique auquel ils ne croient d'ailleurs pas. Et auquel ils ne croient pas. Ils considèrent que c'est tout le système à renverser. Donc il faut que nous soyons attentifs à ne pas être complaisants à l'égard de ces mouvements, parce que ce sont des mouvements révolutionnaires. Qu'est-ce qu'on attend pour les dissoudre ? Mais moi je vous dis, je vous dis, c'est parce que précisément on se laisse avoir, parce qu'on se dit c'est l'environnement. Moi je pense qu'il faut que nous soyons de plus en plus nombreux à dénoncer, parce que l'argument c'est de dire que nous ne serions pas favorables au développement durable, nous serions anti-planète, etc. Donc nous n'avons pas le droit de parler. Et je pense qu'il y a une majorité dans ce pays de gens qui pensent comme nous. Maintenant, il faut qu'on dise haut et fort, parce qu'il faut aussi que le gouvernement entende qu'il y a une majorité de gens qui dénoncent ce type de comportement et qui refusent parce que c'est... Oui, mais attention aux jeunes. Juste un point, ils bénéficient d'une certaine forme d'indulgence. Et puis alors le vrai problème, c'est qu'en fait, le gauchisme culturel a préempté la question environnementale et la question écologique. Regardez, par exemple, la façon dont Yannick Jadot a été accueilli lorsqu'il est allé manifester, lui aussi, contre les bassines dans les Deux-Sèvres. Il a été accueilli par des jeunes filles d'extrême gauche qui sont pris à lui quasiment physiquement. Donc, il y a un vrai problème aujourd'hui chez les Verts. Et les Verts, aujourd'hui, vous avez un processus de radicalisation des Verts. Et en fait, les plus radicaux sont en train de l'emporter. Allez, petite pause. Parce que les jeunes... Sophie, c'est l'heure de la pub. Il est 9h15. On s'arrête. Il y a des règles aussi dans l'émission. Et on se retrouve tout de suite après avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble donc pour commenter l'actualité. On continue rapidement notre tour de table. Sophie de Menton, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule, et puis c'est un coup de gueule un peu désespéré, parce que vous savez que, évidemment, vous venez de dire, Valérie, c'est un drame dans les hôpitaux, pas que pour je l'ai la dit en antenne, hein, je parlais d'un article à paraître demain dans Paris Match sur les... on est passionné, on s'arrête jamais. Oui, non, mais sur le drame des urgences pédiatriques où des enfants, et on l'a déjà évoqué ici, sont aujourd'hui transférés de Paris jusqu'à Brest. Enfin, c'est invraisemblable. Il n'y a plus de place dans les urgences pédiatriques. Alors, le pire aussi, c'est quand il y a de la place, mais qu'il n'y a pas de médecin. Et là, nous avons, il y a eu un décret qui est passé, qui est bien, c'est qu'on autorise les médecins dans le privé à travailler au-delà de 70 ans s'ils le souhaitent. Et le décret a été bloqué pour l'hôpital. Et là, on vient de le voir, ils ont voté contre. Un praticien hospitalier ne peut plus exercer dans son hôpital public s'il a atteint 70 ans. J'en connais 3 qui vont avoir 70 ans dans les 6 mois, qui ne demandent qu'à rester. Ils se rendent compte qu'ils sont les seuls qui peuvent... voilà. Or, leur contrat s'arrête net par l'article 141, bref, de la loi janvier 2016. Modernisation de notre système de santé. Or, il n'y a rien à faire, ça bloque. On manque de médecins. Et le pire, il y a un urgentiste, Patrick Pelou d'ailleurs, qui s'oppose complètement, qui dit place aux jeunes. Et quand on dit place aux jeunes, c'est un délire en matière de médecine, parce que d'abord, ils ont toute la place qu'ils veulent et partout. Et ensuite, je pense que l'expérience en matière médicale, quand vous avez une néphrologue qui m'en parle, effectivement, à Necker, elle est exceptionnelle. Néphrologue, il y a des jeunes, etc. Il y en a besoin. Et donc, moi, ce qui me désespère au-delà de ça, c'est que nous ne sommes pas capables d'agir rapidement avec bon sens. Jamais. Vous allez dans un sens, puis non, on arrête finalement le décret. Ou on en coupe la moitié, ou quelqu'un vote contre, ou ça repasse. C'est insupportable. Et le vrai problème de la France, c'est cette incapacité à réagir avec bon sens et à se réformer simplement. Ouais. Bah oui, mais c'est effectivement une situation. Ce qu'il y a de plus embêtant dans ce type de situation, au-delà évidemment le cas des médecins est assez significatif, c'est que on sait pas pertinemment que dans certaines professions, on étudie plus longtemps, on rentre plus tardivement sur le marché de l'emploi. Oui. On sait que l'espérance de vie augmente. Donc, on sait que les gens sont potentiellement en capacité de travailler et on prend des dispositions qui nous empêchent d'être souples. Et vous
avez exactement le même phénomène dans l'administration publique, où pour certaines fonctions à 66 ou 67 ans, coup près, vous êtes à la retraite. Quoi que vous soyez performant, vous devez partir à la retraite. Ce qui fait que certains maintenant en arrivent à, alors qu'ils sont performants, alors qu'ils ont été au service de l'État, eh bien ils se font embaucher dans le privé pour pouvoir continuer à travailler parce qu'ils sont actifs, parce qu'ils sont complètement, je veux dire aujourd'hui à 67 ans, si on n'a pas de gros pépins de santé, on peut continuer à travailler. Donc il y a une ambiguïté à dire, il va falloir travailler plus longtemps, il faut reculer l'âge de la retraite. Recruter des gens plus âgés dans les entreprises, ils donnent des leçons toute la journée, et il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le domaine public. C'est vrai qu'on les dégage assez vite, les seniors. Donc, enfin, même pas les seniors, ça part dire de 45-50 ans, on considère. On les dégage pas, on les recrute plus. Mais on les dégage aussi des entreprises, souvent. Oui, on les recrute plus, on les dégage pas. Un petit peu la même chose. En ce moment, on dégage personne. Alors, je vais vous dire, ça a peut-être été vrai. En ce moment, on fait feu de tout bois. Et qu'il y a un tel problème de recrutement que c'est plus du tout le cas. Un mot sur Agirc Arrco, Sophie, sujet que que vous suivez et qui est le lièvre a été levé par Sud Radio. Oui, absolument. On a même été republié par Libération, figurez-vous, par le journal Libération, le papier de Sophie. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire. Sophie va vous rappeler, parce que va vous expliquer, parce que quand on dit Agirc Arrco, ça fait peur. Mais en fait, ce sont les retraites. Vous avez suivi cette histoire, Rafik Smati? C'est un hold-up? Alors, c'est un hold-up. Moi, j'aime bien qu'on utilise le mot fort, mais il est vrai que nous avons tous nos retraites complémentaires qui sont gérées par quelque chose qui fonctionne bien. C'est-à-dire que c'est paritaire, c'est syndicats et patronat, c'est bien géré, c'est positif, on a fait des fichiers, les gens sont individuellement reconnus, ça fonctionne bien. Et qu'a fait l'État, entre guillemets? Eh bien, il a décidé de passer la mission Agirc Arrco, on va le regrouper avec les URSSAF, qui fonctionnent pas bien, qui perdent de l'argent, où on a tous les problèmes du monde. C'est 17 milliards d'euros qui passent à l'URSSAF. Donc c'est un véritable scandale. Le MEDEF a tout essayé. Mais quelles conséquences pour les retraités? Quelles conséquences? Alors, plusieurs conséquences. Alors d'abord, il faut quand même dire dans le genre que le Sénat a voté contre. Oui, c'est ça. C'était lundi, le Sénat s'oppose. Mais pas de bol, on a un 49.3. Donc, de toute façon, avec le 49.3, c'est passé dans le lot à l'Assemblée. Ça va passer dans le lot. Donc, c'est terrible. On a mis la main sur 17 milliards d'euros impeccables, intouchables. Ça ne veut pas dire que l'État va aller les piquer à la seconde. Non. Mais ils ont une réserve. Oui, ils ont une réserve très importante. Donc, la conséquence est terrible. Ensuite de ça, ça veut dire que ils ont bénéficié. Alors, l'URSSAF est incapable de faire ce qu'ils faisaient, donc on sera moins bien traité. Vous avez votre retraite complémentaire, c'est beaucoup moins bien traité. Donc il y a aussi la question des fichiers. Qui a droit, qu'est-ce qu'on en fait? Et vous savez pourquoi tout ça, en fait, aussi? Pourquoi tout ça? Pour aller d'abord contrôler, parce que l'État veut contrôler. Il veut pas réformer, il veut contrôler. Donc il dit peut-être que dans les entreprises on truande sur est-ce que c'est bien, est-ce qu'on paie bien la taxe pour les retraites complémentaires, etc. Donc il veut aller voir. Il faut savoir que l'URSSAF, quand même, à qui on donne cet argent, et l'URSSAF, c'est vrai que l'argent de l'URSSAF sert. Bon. Mais sur 10 PME contrôlées, il y en a 9 de redressés avec une amende. Donc quoi? Ça veut dire qu'on vous trouve toujours quelque chose à adresser. Ah oui, c'est ça, oui. C'est ça. Et c'est pas bien du tout, parce que les PME, je veux dire, sont honnêtes, elles font les choses sérieusement. On nous rajoute des tâches, des décrets, des complications tous les mois. Donc c'est vraiment grave, et c'est un manque de confiance dans le paritarisme. Mais ça va pas se passer comme ça, parce qu'il y a de vraies manière de mettre la main sur un magot, quoi. La conséquence, passer d'un truc qui marche, nous dit Stéphane, à un bordel organisé. Voilà. Et organiser, Stéphane est positif. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler des midterms et des élections aux États-Unis. On n'a pas encore tous les résultats, mais une tendance tout de même. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble jusqu'à 10h. On va revenir aussi sur l'affaire Agnès Pannier-Runacher dans un instant. Avant, on va parler des midterms et une rectification d'Éric Revel qui nous écoute. La trésorerie d'Agirc Arrco, Sophie, c'est pas 17 milliards, c'est 87 milliards. Pardon, vous vous rendez compte? 87 milliards. Donc on n'arrive même pas à imaginer d'ailleurs. Si on peut un peu imaginer. Alors Jean-Claude Beaujour, votre éclairage sur les midterms, la vague républicaine pour l'instant n'a pas lieu.
Alors la vague des Républicains n'a pas lieu puisque bien que les Républicains emportent ou risqueraient d'emporter, sont en passe de remporter la Chambre des représentants, les choses sont encore très tendues au Sénat, notamment il y a un siège de sénateur en Géorgie, on est au compte, ou encore cette nuit, tôt ce matin, ou dans la nuit pour les États-Unis, il y avait encore quelques comtés en Géorgie qui n'avaient pas encore été dépouillés. Donc ça c'est le constat. Un certain nombre de candidats sont battus. Il y a une candidate trumpiste qui était considérée comme extrême, qui est battue. Alors il y a je vais pas tout dire à ce stade, mais il y a un ou deux éléments. C'est que cette vague rouge ne s'est pas manifestée. Il y a peut-être pas eu, si effectivement il y a eu une dynamique, mais on peut pas en déduire qu'il y a une sorte de pro-Trump, et donc ça va peut-être laisser un peu de marge de manœuvre au gouverneur de Floride, DeSantis. Et puis derrière ça, il y a surtout les conséquences pour Biden et ce qu'il pourra ou pas faire. On sait que le président des États-Unis, s'il a un pouvoir considérable en politique internationale, sur le plan domestique, il est obligé de négocier en permanence avec le Congrès. Et là, s'il a un Congrès qui est hostile, le fait de négocier n'est pas un souci parce que d'autres présidents l'ont vécu. Obama l'a vécu, et il ne faut pas oublier que Biden est quand même un homme politique expérimenté, plus quasiment 50 ans au Congrès, donc avec sa vice-présidence, ça fait quasiment un demi-siècle, donc il connaît les rouages. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'il aura moins de marge de manœuvre pour intervenir sur un certain nombre de politiques publiques. Je pense notamment au projet qu'il avait de faciliter la construction de logements, car c'est un vrai sujet aux États-Unis, où vous avez des gens qui gagnent, par exemple en Californie, 3-4 000 $ et qui ne peuvent pas se loger. Et ça, c'est un désastre sur le plan humain. Donc là, peut-être qu'il aura du mal à faire passer ces projets sur les sujets de santé, sur les sujets de logement, sur la politique sociale. Ça risque d'être un désastre pour lui. Il n'aura peut-être pas l'oreille qu'il faut au Congrès. J'entendais un éditorialiste aussi ce matin qui disait que c'était la fin aussi de Biden d'une certaine manière, compte tenu de son âge, de ses gaffes, d'un certain nombre de comportements. Et puis le Parti démocrate est quand même divisé parce qu'il y a les centristes, il y a la gauche qui ne se sent pas reconnue. Un dernier point sans maintenir la parole. Moi, je voulais alerter sur un phénomène qui existe aux États-Unis et qui, à mon avis, peut arriver ailleurs. Ce sont les fameux deniers, ceux qui, au fond, remettent en cause les résultats des élections s'ils ne sont pas gagnants. Si j'ai perdu, c'est que l'autre a triché. Ce sont tous ceux, et ils sont 30% aux États-Unis, qui considèrent que Biden a volé l'élection. Le risque pour moi de remise en cause des institutions, c'est la décrédibilisation de l'institution démocratique. Et faisons attention à ce que ça ne fasse pas Flores, parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Brésil, puisqu'un certain nombre de partisans de Bolsonaro ont été tentés par cette thèse. D'ailleurs, Bolsonaro n'a pas reconnu qu'il avait perdu l'élection, tout en disant qu'il allait céder la place. Donc c'est à peu près la même démarche. Et moi je suis inquiet parce que c'est aussi cela que les grandes démocraties avaient ça à apporter, ont cela à apporter. C'est vraiment le système, l'institution démocratique par le vote et les transitions paisibles. Si nous n'avons plus cela, eh bien je me dis que nous avons de mauvais jours devant nous à l'égard de nos partenaires à travers la planète. Rafik Smati, vous avez suivi évidemment Oui, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment va bien au-delà. L'enjeu va bien au-delà de celui des États-Unis. Ce qui est en train de s'installer aujourd'hui aux États-Unis, c'est une nouvelle guerre de sécession froide. Elle ne coule pas par le sang, mais il y a deux Amériques qui sont en train de s'installer, avec deux visions du monde qui sont radicalement différentes. D'un côté, ceux qui croient en la science, peut-être même parfois un peu trop, et puis d'un autre côté, ceux qui sont pour un repli sur eux-mêmes, ceux qui croient en la démocratie et ceux qui la défient. Enfin, il y a un vrai schisme qui est en train de s'installer aujourd'hui aux États-Unis avec des remises en cause d'élections. Et quand on commence à remettre en cause des élections et un principe démocratique, et la démocratie et les États-Unis sont une grande démocratie, quand on commence à remettre en cause ça, eh bien on sème
les conditions d'une déstabilisation future. Et aujourd'hui, il faut avoir conscience que dans la géopolitique des puissances dans laquelle nous sommes, un certain nombre de pays ont intérêt à ce que les États-Unis soient déstabilisés. La Chine a intérêt à ce que les États-Unis soient déstabilisés. La Russie, je n'en parle même pas, et d'autres encore. Donc, nous sommes dans un monde de plus en plus tourmenté où chacun doit choisir son camp. Et nous, la France, entre d'un côté les dictatures qui nous menacent, peut-être même de manière nucléaire, et d'un autre côté la démocratie occidentale que représente malgré tous ses défauts, et il y en a beaucoup, les États-Unis, eh bien il faut faire un choix et on ne peut pas se réjouir en France qu'il y ait un risque de schisme arrive chez nous, parce que nous le paierons un jour. Le phénomène arrive, la polarisation arrive en France, puisque certains nombres vous disent vous pouvez aller vous exprimer sur tel média, mais si vous avez sur tel autre, vous êtes par exemple un facho de facto. Alors il y a ça. Et puis attendez, on va laisser Arnaud. Je rejoins ce que dit Rafik, c'est-à-dire la polarisation est en effet l'illustration du résultat de ces élections, encore une fois. Mais il y a quand même une responsabilité des élites aussi dans ce que l'on est en train de vivre aux États-Unis et de ce que l'on vit aussi en Europe. Moi, je me souviens quand même de la campagne de 2016 de Madame Clinton qui s'en prenait à l'électorat ou au potentiel électorat de Monsieur Trump en disant ces gens sont lamentables. Je veux dire, à partir du moment où vous avez ce type de réflexe, il ne faut pas s'étonner aussi que vous ayez quelque part des réactions qui peuvent en effet apparaître comme des réactions que l'on qualifie de populistes. Alors moi je voudrais deux choses sur le résultat et l'enseignement. Bon, c'est un demi-succès quand même pour Biden parce qu'on attendait une telle vague rouge qu'il arrive à maintenir globalement un certain nombre de positions. C'est un demi-échec pour Trump en effet parce que en effet il n'y a pas de vague républicaine, mais globalement, ça signifie quoi ? Ça veut dire quand même que Biden, aujourd'hui, si les résultats se confirment, notamment avec la Chambre des représentants et au Sénat, on va voir, il n'a pratiquement plus beaucoup de marge de manœuvre pour les 2 ans qui restent. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, par exemple, le président des États... Le régime américain, c'est un vrai régime de séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas négocier $1 si vous n'avez pas l'accord du Parlement. C'est absolument essentiel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'a plus de marge de manœuvre. Enfin, on va voir, encore une fois, les résultats, mais il aura plus de marge de manœuvre. Ça aura un impact aussi sur un certain nombre de positions sur le plan international des États-Unis. Je pense notamment à la guerre russo-ukrainienne. Alors oui, parce que il y a une partie quand même des républicains qui est plutôt favorable à l'intervention américaine, enfin en tout cas à la politique américaine, mais ça peut avoir un impact aussi. Dernier point, c'est que je pense que en effet l'ère Biden est en train de s'achever, que les démocrates n'ont pas le choix que de trouver un candidat de substitution. Et pour Trump, l'idée de faire de ces mi-termes un levier ou un tremplin pour, en effet, lancer sa candidature en vue de 2024, quand même, quelque part, cette idée est un peu aujourd'hui abîmée parce que... Mais les républicains, même dans son camp... Un certain nombre de Trumpistes, un certain nombre de candidats Trumpistes ont été battus lors de ces mi-termes, ça c'est une chose. Donc, et deuxièmement, il y a quand même le gouverneur de Floride, DeSantis, qui est un rival potentiel de Trump, qui est élu assez facilement et qui, en effet, peut aujourd'hui faire valoir ce succès pour une primaire, dans une primaire face à Trump. D'accord avec tout ce qui a été dit. Mais Trump n'a pas perdu non plus. Mais je suis très étonnée que vous ne releviez pas ce qui pour moi est dramatique, c'est la nature des héros, parce que entre guillemets, il y a une starification de ces hommes politiques et que ça ne vous inquiète pas outre mesure. Trump en lui-même est un danger public. C'est pas qu'il ait quelques bonnes idées, que Biden ne soit pas ça. Le sujet n'est plus là. Quand on a des Mélenchon et des Trump qui sont pas tout à fait au même niveau, mais il y a quand même tout à fait dans le même. Ils sont pas dans la même cour de récréation. Mais on a des leaders sur des leaders populistes. Oui, je voudrais continuer 2 secondes. C'est gravissime parce que en plus avec les réseaux sociaux, on voit ce qui s'est passé, on voit cette espèce de forme de démocratie directe, on voit le pouvoir de types qui ne sont pas respectables. Je veux dire, le mot c'est un jugement moral. Oui, c'est un jugement moral. Mais c'est un jugement moral. Oui, mais c'est pas de la politique. Alors, non mais attendez, je voudrais finir. La politique, justement, tous les gens le reprochent. Il n'y a plus, on a plus ce respect de la politique. Et je trouve que les leaders qui sont là entraînent le peuple vers de mauvaises réactions. Et Trump est un type très dangereux. Non, je suis pas d'accord. D'abord, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. D'abord, le mandat de Trump n'est pas aussi catastrophique qu'on veut bien le dire. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il n'y a personne. Trump est battu parce qu'il a certainement mal géré. Il a certainement très mal
géré la crise sanitaire, ce qui explique en partie son échec face à Biden. Son mandat n'a pas été une catastrophe sur le plan économique, même sur le plan international, son mandat n'a pas été une catastrophe. Donc dire que Trump est dangereux, on l'a eu au pouvoir. Il n'y a pas eu un basculement. Il est excessif, il est menteur. Il est excessif. C'est un démagogue, mais c'est pas la première fois que le système démocratique secrète des démagogues. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous. Que sur le plan moral, ils ne correspondent pas à mes idées, etc., enfin à mes valeurs, etc., sur un certain nombre de sujets, dont acte. La démocratie, ça n'est pas cela. Il a été candidat et élu le plus régulièrement, moi je l'ai dit, le soir de son élection. Il a été élu démocratiquement. Absolument. Il était le président des États-Unis. C'est toute la différence. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas compris qu'il n'ait pas concédé sa défaite et qu'il se soit laissé entraîner dans quelque chose. Ça fait partie du personnage. Oui, mais précisément, mais c'est ça que je combats. Mais attendez, vous ne pouvez pas combattre son élection. Je combats l'homme. Mais oui, mais il a été élu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais quand il a été battu, ça le discrédite. Mais quand il a été élu, et je vous dirais que la starification, ça n'a rien de nouveau. Ça n'est pas qu'aux États-Unis. Kennedy, c'était ça. Il n'y a pas les réseaux sociaux. Oui, mais peu importe, mais c'est comme ça, et ça a toujours existé. Enfin, ça existe, et ça s'est amplifié aujourd'hui. Depuis la télévision, notamment. Dans le monde. Discrédit politique, Rafik Smati. Le point qui est soulevé par Sophie de Menton est intéressant. On rentre aujourd'hui dans une société du spectacle portée par les réseaux sociaux que nous utilisons tous et nous en sommes très heureux, mais une nouvelle règle du jeu en termes de communication politique est en train de se mettre en place, et force est de reconnaître que les outranciers, au sens large, ont tendance à se faire plus entendre aujourd'hui parce que tout simplement les réseaux sociaux donnent une cage de résonance plus importante aux propos outranciers qu'aux propos équilibrés. Et on le voit aux États-Unis avec Trump, on le voit avec Bolsonaro, mais on le voit aussi en France avec Jean-Luc Mélenchon, avec Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a contribué, pas lui directement, mais par la campagne qu'il a menée, à libérer la parole raciste en France, à décomplexer les approches racistes. Il suffit de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et moi-même je le vois, j'en reçois des centaines et des milliers par jour. Voilà ce qui se passe quand les démagogues ont la parole, sauf qu'aujourd'hui c'est la règle du jeu. On ne leur enlèvera pas cette parole. Et donc plus que jamais, Sophie, plus que jamais, il faut appliquer cette maxime de Albert Camus, qui est, je pense, fondatrice, qui consiste à dire que l'équilibre est un courage et un effort de tous les instants. On n'en sortira pas dans les outrances. On ne sauvera pas la planète avec les écolos radicaux. On ne soutiendra pas, on ne réglera pas les problèmes d'immigration en organisant un grand remplacement généralisé. Non, on réglera les problèmes immenses qui sont devant nous, tant d'un point de vue sociétal que sécuritaire, que écologique. On affrontera ces problèmes avec de l'intelligence, avec de la raison, en étant posé, avec du courage, avec le courage de l'équilibre. Et cet équilibre, ce n'est pas un équilibre mou. Ce n'est pas un centrisme mou qui ne prend pas de décision. Non, l'équilibre peut être puissant, il peut être fédérateur, il peut être engagé, il peut regarder l'avenir. Mais de grâce, aujourd'hui, moi je suis très inquiet sur ce qui est en train de se passer. Par l'ère qui s'ouvre, qui est en train de donner, regardez Sandrine Rousseau, etc. On peut les citer, et ils sont légion devant nous. Ce sont eux aujourd'hui qui donnent le là de l'opinion publique. Eh bien les personnes, et nous ne sommes pas obligés de tomber dans leur radicalité, nous ne sommes pas obligés de foncer dans leur buzz lorsqu'ils nous les offrent. Nous avons le devoir de porter cette ligne d'équilibre qui est celle de la majorité silencieuse, et qui est celle qui sauvera la France, qui sauvera l'environnement et qui sauvera le monde. C'est pour cette raison que je disais, nous sommes majoritaires, et ce que je reproche, ou en tout cas on ne dira pas reproche, ce que j'attends de nos auditeurs, de ceux qui nous entendent, c'est de recommencer à militer, parce que notre silence est coupable. On a parlé des élections américaines. En période présidentielle, il y a une participation de 60%, et on pourrait être aujourd'hui autour de 45% de participation électorale. C'est un exemple. Et ça vaut pour nous. Nous sommes effectivement, nous devons recommencer à militer, être fiers. Tous ceux qui sont silencieux, vous savez, dans les salons. On est dans les salons, on est sur les plateaux, on discute. Allez, on s'arrête parce que c'est l'heure de la pub, 9h43 sur Sud Radio, et on va parler d'Agnès Pannier-Runacher et de la problématique qui a été soulevée par un site hier d'information. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Il nous reste peu de temps. Je voudrais juste sur la chronique de la France qui va pas bien. C'est le Figaro ce matin qui nous apprend qu'il y a 50 salariés de la RATP qui sont en grève depuis 5 ans. Alors ils ne touchent pas leur salaire bien évidemment, mais ils bénéficient de la mutuelle, des œuvres sociales. Ils ont une autre activité. Enfin, vous dites, il y a qu'en France que c'est possible comme ça d'arriver à des absurdités comme celle-là. Deuxième fait que j'ai noté aussi, c'est hier à Goussainville, une 50aine d'élèves ont attaqué le commissariat pour des raisons inconnues, avec des barricades, des jets de mortier. Les CRS ont dû intervenir. Voilà, personne n'en parle. Il y a eu des faits divers abominables le week-end dernier. Tout ça continue. Et puis, enfin, on commence en même temps, Valérie, on ne parle que de ça. Les Français sont désespérés, c'est à la une de tous les journaux. Il y a des gens, moi je connais des gens qui veulent plus regarder la presse. Donc c'est vrai qu'il faut absolument le dire. Non, voilà, je notais ces deux informations qui m'ont interpellée ce matin. Dans une boîte privée, on a un avocat. Il paraît qu'on peut rien faire quand on est en grève. Mais si c'était une boîte privée, j'aurais 5 salariés en grève pendant 5 ans. Mais écoutez, je ne suis pas spécialiste du droit de grève et il faudrait regarder les textes, mais dans la mesure où si vous avez des salariés et que vous ne pouvez pas fonctionner, c'est le recours éventuellement, je ne sais même plus si on peut... je ne sais pas si vous auriez pu les licencier au bout de 5 ans. Je pense que le service public permet des choses. Il y a des marges. Voilà. Donc Agnès Pannier-Runacher a été accusée hier de conflit d'intérêts. Elle est ministre de la Transition énergétique. C'est le site d'investigation Disclose qui raconte que son père travaillait dans une société de pétrole, que les fonds ont été investis dans des paradis fiscaux et que d'une manière, ça s'appelle de l'optimisation fiscale. La transmission du grand-père s'est faite aux petits-enfants d'Agnès Pannier-Runacher. Aux enfants, oui, donc à ses petits-enfants. Il a transmis son patrimoine à ses petits-enfants. Avant qu'elle soit ministre. Avant qu'elle soit ministre, absolument. Alors Arnaud Benedetti, ça pose un certain nombre de questions. Il y a celle de... Non, mais d'abord, est-ce qu'il fallait qu'elle déclare ça à la haute autorité sur la transparence de la vie publique? C'est la première question. Manifestement, ça l'a pas été. Devait-elle le faire? Moi, j'ai pas la réponse. Mais ce que je comprends, c'est que la haute autorité vient de se saisir du sujet juste après la révélation du site. Ça, c'est le premier point. On va voir ce que dira la haute autorité. Deuxième sujet après, alors en termes plus politiques, si vous voulez, ça pose un problème parce qu'il y a une contradiction entre finalement l'action de la ministre qui est ministre de la transition écologique et qui veut mener un certain nombre d'actions pour sortir l'économie et la société des énergies fossiles et le fait que manifestement les actions dont sont détenteurs ces enfants du pétrole, sont dans une société qui est une société pétrolière, en tout cas, en partie. Donc là, en effet, il y a quelque chose en termes d'affichage politique qui pose problème. Et, la conflit d'intérêt, peut-être. Alors, non, le conflit d'intérêt, on va voir s'il y a conflit d'intérêt ou pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais il y a en tout cas une contradiction, si vous voulez, entre l'affichage politique et la réalité, manifestement, d'une pratique qui est une pratique privée. Alors, je ne trouve pas ce qui pose, ah si, ça pose problème quand même. Est-ce que vous êtes redevable? Est-ce qu'on est redevable? Son père, c'est incroyable. Tous les gens dont le père a travaillé dans le pétrole ne pourraient pas être ministre de la transition. Alors, juste pour préciser, elle dit Perenco est une entreprise qui s'est fait une spécialité de racheter des puits de pétrole pour les exploiter au maximum en produisant à bas coût. Elle dit qu'elle ne connaît pas la situation de l'entreprise. Elle dit c'est une société étrangère qui exerce ses activités pétrolières hors de France. Je n'ai pas eu, dans le cadre de mes fonctions de ministre, à connaître d'activités de ce groupe. Rafik Smati. Mais qu'elle fasse attention. Moi, je ne suis pas du tout partisan du tribunal médiatique. Moi non plus. On n'a pas d'informations, c'est entre les mains de la haute autorité, elle se prononcera comme elle l'entend. Moi, ce que je note, c'est que Agnès Pannier-Runacher est en charge de dossiers extrêmement importants aujourd'hui. La stratégie énergétique de la France, le fait de relancer un nouveau programme de réacteurs nucléaires. Je ne crois pas que ça soit l'intérêt
de la France, et je parle même pas de manière partisane, d'avoir un ministre qui ait une charge aussi lourde, qui soit déstabilisé pour de mauvaises raisons. S'il y a des bonnes raisons, on le saura. Mais ça y est, le doute est jeté. De grâce, évitons. On parlait tout à l'heure de la société du spectacle, du règne des réseaux sociaux, etc. Du tout instant. C'est facile de jeter l'opprobre sur n'importe qui. Et je suis sûr que si on fait le tour de cette table, on trouvera des conflits d'intérêts partout, et on trouvera du négatif chez chacun d'entre nous. On n'est pas ministre. On n'est pas ministre. Oui, mais s'il y a faute. Non mais là, votre question sous-entend qu'elle est responsable de quelque chose. Moi, je n'en sais rien. Et je n'ai surtout pas envie, il ne m'appartient pas, et je trouve que c'est une faute de le faire, d'abonder dans ce sens-là ou de laisser sous-entendre quelque chose dont nous n'avons aucun élément pour trancher de manière absolument honnête. Non, sauf que ce que disait Valérie est très juste. Quand elle dit, oui, on n'est pas ministre, la réalité, c'est que la fonction politique, c'est une fonction qui va bien au-delà de toutes nos fonctions à nous 4 ou à nous 5 ici réunis autour de cette table. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une crise du politique, vous avez une crise de la représentation politique, vous avez un taux d'abstention qui est de plus en plus important dans ce pays, vous avez des votes qui sont de plus en plus protestataires. Il y a un devoir dans la classe politique d'exemplarité. Et malheureusement, ce que je considère... Non mais regardez actuellement, vous voyez le nombre de ministres qui sont sous le coup d'un certain nombre d'instructions. Il est assez important. C'est-à-dire qu'il y a une forme de banalisation d'une certaine façon qui commence à apparaître, de fait que nous n'aurions pas accepté il y a 5, 10 ans, 15 ans. Moi, je suis désolé. Moi, je quoi qu'on pense de M. Dupond-Moretti. Votre discours est très pernicieux. Non, il n'est pas pernicieux. Et je vais vous dire pourquoi il n'est pas pernicieux. Mais si. Je suis désolé. Est-ce que vous connaissez un pays, une démocratie en Europe, où vous avez un garde des Sceaux qui est mis en examen et qui est encore en fonction? Est-ce que vous en connaissez un? Ça, c'est pas le même problème. Ah bah, c'est pas le même problème. Ah bah non, ça n'a rien à voir, elle n'est pas mise à l'examen. Mais ça veut dire qu'il y a une dégradation. Il y a une dégradation de l'esprit public. C'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'exemplarité des leaders, je le disais à propos de Trump. Je trouve que ce que vous faites et le propos sous-jacent est assez dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Évidemment, l'exemplarité n'est pas négociable. Évidemment, quelqu'un qui fraude, quelqu'un qui triche, quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas légal ou même déontologiquement inacceptable, évidemment que cette personne doit sortir du circuit. Mais en jetant l'opprobre de manière gratuite sur un certain nombre de dirigeants politiques, je vais vous dire ce qui va se passer. Vous allez faire en sorte que la politique ne va attirer que des nuls. Des très pauvres. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, par définition, il a des conflits d'intérêts dans tel ou tel domaine. Dès l'instant où quelqu'un réussit socialement, dans plein de domaines différents, il a, par définition, des conflits d'intérêts plus ou moins élevés. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que la politique n'attire que des nuls? Regardez regardez le risque juridique. Ceux qui n'ont rien fait. Regardez le risque juridique qui pèse sur les politiques. Regardez Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, convoqué comme témoin assisté dans la lutte contre le Covid. Aujourd'hui, si un politique se dit, si je rentre dans cette arène, je vais être scruté, je vais être déstabilisé avec toute la mauvaise foi du monde, et une fois aux responsabilités, dès que j'aurai fait la moindre petite erreur de manière complètement subjective, je serai traduit devant un tribunal. Je vais vous le dire, toutes les personnes de qualité qui peuvent produire, qui peuvent faire des choses, n'iront pas faire de la politique. Et la politique n'attirera que des nuls. Moi, je pense que juste un point, je réponds très rapidement. Je pense que, en effet, ce n'est pas, je veux dire, à mon avis, c'est pas un argument. C'est pas le devoir d'exemplarité ne doit pas en effet nuire au fait que l'on doit recruter des politiques qui soient à la hauteur. Enfin, moi, je pense que la dégradation du personnel politique, elle n'est pas liée forcément à ce sujet-là. Je suis désolé, mais là, on parlait des États-Unis, la gestion des conflits d'intérêts est beaucoup plus sévère et beaucoup plus rigoureuse qu'en France. Vous avez Trump qui est un milliardaire qui a des intérêts partout, qui a été président des États-Unis. Ça serait impossible en France. Mais non, mais vous avez aujourd'hui en France, en France un certain nombre de responsables politiques dont on sait très bien qu'ils ont des conflits d'intérêts et qui ont exercé et qui exercent des fonctions. C'est une réalité. Il faut pas. Il nous reste à peine une minute, Jean-Claude. Oui, voilà, vous avez une minute pour nous dire comment régler le problème. En une minute, je pense qu'il faut faire une distinction
contradiction entre le texte et puis la pratique et l'attente sociale. Moi, je crois que, et sans rentrer précisément dans le cas du ministre en question, j'irai au-delà. Le texte, effectivement, il n'y a peut-être pas d'infraction, il n'y a peut-être pas de comportement contraire à la loi. Maintenant, ce que je constate simplement en France, mais c'est vrai aussi dans d'autres démocraties, c'est que l'aspiration populaire et probablement nos échecs en matière de politique publique avec des gens qui simplement souffrent sont tels. Et vous voyez, par exemple, il y a un certain nombre de grands auteurs, y compris américains, y compris anglo-saxons, qui se posent la question et qui se disent notre échec, l'échec de la démocratie, c'est que la démocratie en termes de politique publique n'a pas complètement répondu à l'attente de nos concitoyens. Et donc, en contrepartie, vous avez une forme d'exigence excessive, je ne dirais pas excessive, d'exigence, de forme de, c'est même plus de la transparence, c'est une culture qui veut que... Oui, non, mais avant que ce ne soit un tribunal, parce que là, on n'a pas dit qu'elle est condamnée. C'est parce qu'il s'agit... Non, mais je vous dis ce que personne n'a dit. Personne n'a dit que c'était illégal. On demande désormais... mais si je peux pas terminer, on demande, je pense que l'opinion publique, dans cet échec, ces échecs successifs de nos politiques publiques ont une aspiration, et cela, malheureusement, c'est un mouvement contre lequel on ne pourra rien, parce que c'est vrai aussi pour cette ministre, ça le sera pour d'autres. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, on s'est mis d'accord sur quoi? Sur le fait qu'il fallait une politique exemplaire, quand même. Oui, voilà. Bon, c'est un peu... on est forcément d'accord. Allez, on se retrouve dans un instant pour l'émission Média avec Luc Ferry. On va parler avec lui du fait qu'il est devenu chroniqueur, entre autres grand philosophe, mais chroniqueur à la télévision et commentateur de la vie politique. À tout de suite.